C'est lancé. Alors, ça, c'est un élément. C'est bon. Ah, c'est ça l'élément? D'accord. Ça, c'est un élément que Non, je sais. Voilà, que vous avez. Et vous avez mis qui d'autre là-dessus? Ça va venir, vous allez voir. D'accord. Ça va être clair. Tu lances, non? C'est lancé. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue dans le programme des samedis des communications stratégiques des centres Séné. Aujourd'hui, une fois de plus, nous nous retrouvons avec le professeur Abdoulaye Niang, le directeur exécutif du centre Séné d'études stratégiques sur le co-entrepreneuriat. Bonjour à vous. Bonjour et bienvenue à tout le monde à ce programme régulier de John Mayabloum, programme de communication stratégique. Vous avez passé une bonne semaine? Assez riche. Merci. Donc, pour votre programme de communication. Également, avec Boubacar Bokoum, membre du directeur également du centre Séné et analyste politique. Bonjour à vous. Bonjour, M. le Président. Toute la famille va bien? Ça va, on est à la disposition de notre nation pour servir au mieux. Alors, nous allons y commencer tout de suite. Alors, notre programme aujourd'hui au menu, c'est le programme d'ajustement structurel, tout simplement, qui est l'œuvre des Banques mondiales et des FMI, qui permettent aux pays qui sont dans les difficultés financières de s'en sortir. Nous allons aborder ce sujet également avec nos internautes qui peuvent réagir sur notre page Facebook. Alors, professeur Abdoulaye Niang, qu'est-ce qu'il y a de programme d'ajustement structurel? Bon, moi je suis Abdoulaye Niang, senior, le principal économiste de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Eh bien, pour ceux qui sont d'un certain âge, quand on dit la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, c'est nous qui avons mené le combat. J'étais de l'équipe de jeunes pour mener le combat contre le programme d'ajustement structurel. Et nous avons développé le cadre alternatif au programme d'ajustement structurel. Donc, le programme d'ajustement structurel, il ne faut pas peut-être le prendre en général, il faut, de façon pédagogique, aller par une illustration. Le programme d'ajustement structurel minier a pénétré le Mali profondément à partir de la convention d'établissement de sociétés des mines, par exemple de Morila, et qui fait partie, qui est sous emprise de la Rango Resources Limited, qui est une société internationale. C'est-à-dire que le programme d'ajustement structurel a mené de l'ajustement structurel dans notre économie. Donc, au lieu que la croissance économique minière soit entreprise par la société des mines de Morila solo, on a dit que la société des mines de Morila va être créée, mais qu'on appliquera une provision qui est l'article 20 d'expropriation des populations de la souveraineté des ressources naturelles qui en sont le manuel minier. Et ils ont dit aussi que la nation malienne ne peut pas dépasser 20% de la capacité de richesse générée par la société des mines de Morila sous emprise de Rango Resources Limited. C'est ça fondamentalement le mécanisme de fonctionnement selon les directives données par le programme d'ajustement structurel. Et là, si tu permets, la souveraineté des richesses est enlevée à Morila. Le permis ne permet pas aux populations de Morila d'exercer leur souveraineté sur au moins 200 km de périmètre. Et la souveraineté économique de la côte territoriale de Bouni ne peut pas être exercée parce qu'ils ont 0%
de la richesse. Le programme d'ajustement structurel ne permettait pas qu'ils aillent au-delà des 0%. Et le programme d'ajustement structurel ne permet pas la sortie économique du Mali à travers les mines, parce que on a dit que le Mali ne peut pas dépasser 20%. Et 80% sont réservés à des investisseurs qui le plus souvent exercent dans les paradis fiscaux pour la pratique de la fraude, de la dissimulation et le blanchiment. Donc, même leur pays d'origine, ils ne payent pas, ils ne comptent pas aux ressources fiscales, comme cela se doit. À plus forte raison avec nous, ils sont dans le blanchiment. Donc, le programme d'ajustement structurel est une arnaque mondiale, qui est dans le cadre de la bataille mondiale de l'origine des propriétés des terres, parce qu'on nous a enlevé l'origine des propriétés de nos terres, mais qui nous ont enlevé aussi la capacité d'extraction de richesse. Et aujourd'hui, les trois structures du Mayablon sont en train de travailler pour la chute de la vallée des deux Afriques, cause profonde, relations ensemble, la crise sociale globale structurelle, remontant beaucoup plus au programme d'ajustement structurel minier et aussi agricole. Alors, M. Loukoum, politiquement, quel est l'objectif de ce programme d'ajustement? Mais ce qu'il faut comprendre dans la dynamique du programme d'ajustement structurel, il faut comprendre que de façon basique, c'est l'économie. C'est ce que le professeur vient de dire tout à l'heure. Tout ce que vous avez comme programme généralement vis-à-vis de l'Afrique est sous-tendu d'abord par des intérêts purement économiques. Donc à la base, c'est ça. Donc si aujourd'hui, vous regardez que notre économie, elle est carrément en veille, parce que nous-mêmes, nous ne profitons pas de nos richesses et que cela profite encore à ceux-mêmes qui nous ont imposé cet ajustement structurel. Cela montre à suffisance l'arnaque à laquelle le professeur Niang vient de faire allusion tout à l'heure. Vous comprendrez que les débouchés intéressent plutôt les Occidentaux. Donc aujourd'hui, mettre nos pays sous coupe réglée par rapport à l'ajustement structurel, en nous empêchant d'avoir accès à la richesse, en diminuant le nombre de nos fonctionnaires. Donc, tout a été mis en œuvre pour que nos économies tombent à un niveau très faible et que, effectivement, que ce soit encore eux qui reprennent ces mêmes entreprises pour leur seul profit. Donc, comme il l'a dit tantôt, c'est encore une arnaque économique qui nous permet de nous maintenir encore sous cet angle pour permettre à nos ex-colonies de continuer toujours à profiter de nos richesses. Donc, politiquement, cela permet effectivement, quand vous maîtrisez l'économie, ça veut dire que vous maîtrisez le politique. Les dirigeants qui doivent être choisis, le mécanisme dans lequel on fait la manipulation pour nous donner de la force à certains dirigeants politiques, tout cela est manipulé par la force du capital. Donc, fondamentalement, on ne peut que se remettre à la théorie du professeur qui consiste à dire que les fondamentaux sont vraiment économiques. Donc, toutes les déviances politiques découlent effectivement de la course à la richesse. Alors, professeur, quelles sont les conditions pour un pays pour pouvoir en bénéficier? Justement, dit que la Banque mondiale et les FMI conditionnent ce programme-là à tous les pays du monde. Quelles sont les conditions pour pouvoir bénéficier de ce programme? Non, on ne peut pas bénéficier d'un programme qui ne possède. Un programme qui est basé sur l'expropriation de vos terres, un programme qui est basé sur parce que vous signez un papier avec eux. Donc, vous signez un papier pour renoncer volontairement, par force, à la souveraineté sur vos ressources naturelles. Et ça, c'était en faveur de l'entente de 1955 sur la doctrine du titre de propriété par la découverte chrétienne des ressources naturelles. Donc, on fait un permis, on vous enlève, on vous exproprie le droit de propriété sur une portion de votre territoire et on remet ça sous les directives de l'entente de 1955 qui dit que la doctrine du titre de propriété des ressources, du titre de propriété par la découverte chrétienne des ressources. Donc, vous ne pouvez pas bénéficier de ça, sauf si vous avez un cadre alternatif d'ajustement structurel que nous avons développé dans les années 80. La Commission économique des Nations Unies.
professeur Adebawa Adeki comme secrétaire exécutif et le docteur Morata Sarr comme secrétaire exécutif action. Et je faisais partie du groupe de réflexion stratégique pour le cadre alternatif. Donc aujourd'hui, le temps aidant, avec la crise financière de 2008, il nous faut nécessairement adopter ce que la CIA avait voulu faire en 1988. C'est-à-dire que la croissance doit être inclusive. La Banque mondiale est d'accord avec la croissance doit être inclusive. Vous avez parlé du FMI. Le FMI était à la réunion de 2014. La croissance inclusive, la notion est arrivée en 2014. L'initiative du capitalisme inclusif est aussi arrivée à une conférence qui a eu lieu à Londres, le centre commercial mondial, un des centres du capital bancaire supranational, qui dit qu'il faut l'initiative du capitalisme inclusif. Donc, il faut un système financier mondial restructuré. C'est un programme de structuré. Maintenant, il y aura un programme de restructuration du système financier mondial afin que nous allions vers une vision du prospective partagée. Donc, la Banque mondiale s'est rendue compte que si elle continuait avec le FMI, ce sont des institutions de FMI, si elle continuait avec le programme d'instruments structurels qui nous enlève la souveraineté sur la richesse, la souveraineté sur les ressources naturelles, la souveraineté économique, que le risque numéro 1 qui va émerger, c'est le risque de nationalisme de ressources. Donc, des gens qui sont partis à l'école, qui ont des armes, qui n'ont pas d'armes sophistiquées, eh bien, ils vont administrer un risque de menace d'attaque sur le capital d'investissement, sur la mobilité du capital d'investissement, des ingénieurs, des ouvriers qualifiés qui travailleront dans les sociétés de mines liées aux cartels bancaires supranationaux, comme ce qui s'est passé en Irinas après l'attaque de Conan. Donc, nous avons développé à Djogon Mayabloum ce modèle. Et il est bon, il est testé. Donc, ce n'est plus possible aux sociétés qui sont créées par le programme, à travers le programme d'investissement structurel, de vivre longtemps. Et c'est pour cette raison que nous avons programmé la chute de la vallée des Afriques. Donc, il ne faut pas faire la chute sans qu'il y ait un programme alternatif, parce que le monde doit bouger. Et donc, on sort de l'ère militaire de la démocratie, on sort de l'expropriation des conventions d'établissement et on va vers la nouvelle ère d'espace démocratique, suivant des nouvelles normes internationales de gouvernance, de stabilité et de développement. Donc, nous sommes sur le bon chemin. Alors, professeur, au cours de votre intervention, vous nous avez fait savoir que c'est une expropriation, j'arrive. Si l'élément est prêt, nous allons partager un élément avec nos internautes qui va nous édifier sur certaines bases politiques et d'ajustement structurel. Ça va. Toi, tu vas attendre. Bon. Non, c'était bien. Ça pourrait conduire jusqu'à la limite à la chute de
Évidemment, je sais pas. C'est un bon mandat. Sûrement, c'est pas. C'est le programme d'ajustement structurel. Alors, mesdames et messieurs, nous allons revenir à nos éléments, toutes nos excuses pour cette interruption involontaire de notre volonté. Alors, monsieur Bokoum, qu'est-ce que vous pouvez ajouter par rapport à ce que vous avez dit concernant les conditions qu'il faut pour pouvoir quand on sait qu'il faut évaluer sa monnaie, de répondre aux normes qu'il faudra au pays de pouvoir rembourser les dettes. Non, d'abord, il faut comprendre que l'ajustement structurel arrive à un moment où déjà on était suffisamment asphyxié par le système bancaire déjà qui existait et que à la suite de cette asphyxie, nos économies connaissaient beaucoup de difficultés et nos entreprises connaissaient aussi des difficultés. Donc, à cela, il faut greffer le fait que beaucoup de cadres à l'époque aussi étaient installés dans la mauvaise gouvernance, qu'il faut aussi admettre. Donc, je pense qu'à un moment donné, le FMI et la Banque mondiale a surfé sur cette faiblesse de la qualité morale de nos dirigeants pour imposer un modèle de réforme. Alors, il faut savoir que l'élément de l'autre côté est prêt si la partie technique est prête. Vous savez, moi j'ai l'habitude de dire que j'ai gouverné dans la douleur. Parce que j'ai passé mon temps à faire des ajustements. Nous avons suivi les programmes d'ajustement structurel du Fonds monétaire de la Banque mondiale, qui ont été des catastrophes, qui nous ont conduits sous couvert de privatisation à des liquidations, à l'affaiblissement de l'action publique, à l'affaiblissement de la fonction publique, qui nous ont amenés à brader une bonne partie qui nous ont amenés à brader et certains avoirs nationaux. Mais le problème, c'est que nous étions dans un pays fragilisé par les conflits. Nous étions dans un pays, si nous voulions affronter ces organisations internationales, si nous voulions affronter des multinationales pour mieux négocier le prix de l'or, le prix du coton, il nous fallait un consensus national. Nous avons vu, quand il y a eu des velléités, nous avons senti que cela pouvait conduire jusqu'à la limite, à la chute du régime. À partir de 1990, l'idée a commencé à circuler que finalement, nos pays, je ne dis pas seulement le Sénégal, nos pays avaient fait toutes ces années de l'ajustement économique, structurel, mais que ça n'avait pas produit les résultats qu'on en attendait. Et que donc, il fallait maintenant passer à l'ajustement monétaire pour donner à nos économies la compétitivité. Le 12 janvier 1994 à 0h, le franc CFA qui valait 2 centimes n'en vaut plus qu'un seul. Une dévaluation de 50% qui touche les 14 pays de la zone franc. J'ai reçu un coup de téléphone de mon ami Michel Kambessu, directeur général du FMI. Ce coup de téléphone, je crois, a duré 2 heures de temps. On a commencé à parler sur un ton courtois, puis ensuite ça s'est durci. J'étais dans mes appartements du palais. Mon épouse qui allait y venir, à un certain moment, elle a senti que le ton se durcissait. Elle s'est assise pour prier. J'ai dit, mon mari a des problèmes. C'est assise pour prier. Et Michel Kambessu me disait, en résumé, Président, vous avez été très courageux, mais ça ne suffit pas. Il faut que tous ensemble, vous fassiez la dévaluation. Africa finds herself in a catch-22 situation, you see. She better watch what she says here and there, or else you don't get that aid or that assistance, etc., etc.
What kind of blackmail is this? It's a painful thing for me sitting here to actually making such admissions. But these are some of the truths, the hard facts, my dear. You know. Un jour, un responsable du Fonds monétaire m'a dit, Monsieur le Président, avec la cote que vous avez dans votre pays, vous devez accepter de prendre des décisions impopulaires parce que vous seul, vous pouvez les faire accepter. Bon, il avait raison. Mais en même temps, cette cote, à ce moment-là, elle dégringolait. Hein? Mais j'étais obligé de le faire. Et un jour, un syndicaliste m'a dit, mais Monsieur le Président, pourquoi vous voulez accepter de faire ça? J'ai dit, mais j'ai le dos au mur. Si je ne le fais pas, peut-être qu'à la fin du mois, vous ne percevrez pas vos salaires, vous les fonctionnaires. Parce que je n'avais pas les fonds que j'attends. Et finalement, bon, les gens ont accepté bon gré, mal gré. Mais ça se ressentait, hein. Après, aux élections suivantes, on voyait l'érosion, les affaires. C'est à ça qu'on sert aussi. Alors, mesdames et messieurs, voilà l'élément qu'on voulait vous, professeur Abdelhamid. Déjà, que pouvez-vous dire sur ceci que j'ai noté? L'ex-président du Mali, Alpha Condé, qui dit que si nous voulions affronter ces organisations internationales, si nous voulions affronter ces multinationales pour mieux négocier les prix de l'or et du coton, il nous fallait un consensus national. Oui, le problème qui se pose, c'est que les présidents qu'on avait, les deux que vous avez pris, y compris peut-être même le troisième aussi, Jerry Rawlings, mon frère, ils sont de l'ère maternelle de la démocratie. Il a pris de l'or et du coton. Le Mali a accepté la convention d'établissement. Je disais que c'était sous mon petit frère qui ne veut pas qu'on dise ça, même si c'était humain, il était le premier, c'est tout à fait normal constitutionnellement, même s'il ne le veut pas, même s'il nous a avertis. Mais aussi, avant tout, il faut savoir que ce que Abdou Diouf, mon grand frère et cousin, dit, ce que mon grand frère Alpha Condé dit, ce que mon frère Rawlings dit, on les a dit, vous le faites. Qui était même sous le coup des armes. Absolument. Mais si vous ne le faites pas, on fait partie. Parce que ce qui s'est passé à la Bonne en 2010, c'était de créer les conditions d'une médiocre gouvernance qui permettait en ce moment de faire même basse sur la richesse, sur la monnaie, beaucoup plus. On a dit la monnaie, d'abord, la monnaie quand elle est venue le 26 décembre 1945, elle nous avait enlevé la souveraineté monétaire. Maintenant, quand il y a eu la dévaluation en 1994, ils l'ont utilisé pour nous tuer toute ambition de souveraineté économique. Quand vous n'avez pas la monnaie, vous n'avez pas l'économie. Il dit, beaucoup me l'a dit d'ailleurs, le problème de la souveraineté est venu pour la dépopulation de l'Afrique. À partir du moment où tu trouves un chef de famille qui a mis des années à l'école, ou dans l'apprentissage, et qui ouvre son business privé, ou qui est dans la fonction publique, et vous venez pour dire, agissement sur le terrain, il faut diminuer le personnel de 60%, ou simplement il faut fermer, ou simplement il faut sortir là où tu étais à 100% de propriété dans une compagnie nationale, par exemple de mines, ou bien de production de jus de tomate, ou de production de jus de mangue, ou de production de jus de goyave, on vous dit, vous la fermez purement et simplement. Et nous allons chercher des preneurs de l'extérieur, et s'ils venaient, ils peuvent vous prendre 100% du type de propriété, du droit de propriété, ou vous cédez de façon marginale 10% ou 20%. Mais vous ne serez jamais dans une souveraineté de richesse, vous ne serez jamais dans une souveraineté de ressources naturelles. Et si vous n'êtes pas dans ces deux pieds, eh bien, vous ne pouvez pas avoir le troisième pied parce que deux pieds sont cassés. Vous ne pouvez pas avoir la souveraineté économique. Et si vous n'avez pas la souveraineté économique ensemble, parce qu'il a dit quelque part,
il faut qu'on se mette ensemble. Bon, pour ne pas avoir l'indépendance économique. Donc, c'est ainsi qu'ils ont affaibli tous les pays africains. Et vous le constatez sur le tableau, sur l'infographie de la Banque des Afriques, que le tableau de développement humain de l'Afrique est concentré à la dernière partie de ce tableau-là. Et ça, c'est la chose culturelle. Mais ce qui était devenu apparent, c'est le fait que la population, pas le gouvernement, parce que le président, les deux présidents qui ont passé, ont dit « je ne suis pas puissant ». L'un dit « je demande à ma femme d'intensifier encore la prière ». Les syndicats lui demandent « il dit si je ne fais pas, vous n'allez pas être payé ». Eh bien, Djogoni Mayablo, les structures qui sont présentes, ont fait de la recherche et ils ont trouvé, selon les études sur les principes et relations économiques, les dépenses fondamentaux menées pendant un bon bout de temps au niveau du centre d'études stratégiques, nous avons trouvé la cause profonde et les relations sous-jacentes. Et quand vous avez ça, et que vous avez une capacité de réflexion stratégique là-dessus, développer un modèle à conceptualisation qui permet de sortir de cette emprise que Abdou Diouf aussi a expliqué, que Roland a expliqué, sur votre économie, sur votre vie. Donc aujourd'hui, là où nous sommes, nous avons développé un modèle de globalisation qui est basé sur la souveraineté de la richesse, sur la souveraineté des ressources naturelles, sur la souveraineté économique des nations et la souveraineté et l'indépendance économique d'Afrique. Donc, il est devenu évident que c'est maintenant que l'Afrique va se sortir du programme des structures. On avait voulu des structures de Djogoni Mayablo en envoyant une mission rencontrer l'assistant au président du CNSP à l'époque, que les 3 jours qui suivent le 19, il faut qu'il y ait une déclaration pour nous sortir des conséquences du programme d'ajustement structurel. C'est-à-dire que la conséquence immédiate sur les Maliens, c'est la convention d'établissement de 91. Donc, et c'est le permis minier pour Moula du 4 août 99. Et que donc, le président du CNSP, même du CNSP, pouvait réunir les secrétaires généraux des ministères et les hauts fonctionnaires de défense et avoir un cabinet extraordinaire et immédiatement déclarer que les conventions d'établissement des sociétés de mines de Mourla, des sociétés de mines de Sayulan, des sociétés de mines de Lugo, de Gunguto, et j'en oublie volontairement, sont remplacés par les sociétés des mines de la grande entreprise Sanofi qui est objet de la recommandation du dialogue national inclusif et qui est développé au Centre national d'études stratégiques. Une telle action allait déterminer immédiatement que le Mali, l'État président du Mali en construction, n'est pas sous emprise de la Banque mondiale du FMI. Et qu'en réalité, la bataille du 1er septembre qui est venue après est une bataille qui doit être supportée par la nation entière pour la chute de la barrière des Afriques, qui est la matérialisation du programme d'ajustement structurel, surtout minier. Ils ont travaillé dans le domaine de l'agriculture. Donc, sans anticiper pour les auditeurs qui nous regardent, nous avons la gouvernance administrative et politique foncière appliquée aux mines, et en particulier la société des mines de Gunguton, et l'ajustement structurel agricole appliqué à une délimitation de la France, qui est Samanco Plantation. Nous allons dans les jours à venir. Dans les jours à venir, nous allons nous sortir de l'ajustement, des conséquences de l'ajustement structurel agricole et minière. Et si c'est le cas,
c'est la mort de la Banque mondiale et du FMI, qui sont des institutions nées en 1944 et qui sont à un stade avancé de ménopause. Et c'est tout à fait logique. Et elles sont venues après les 2 guerres mondiales. Nous avons 2 batailles mondiales ici, sur le Mali, qui est l'État prééminent qui a la responsabilité de l'initiative d'amorcer le constitutionnel, la globalisation, le monde de globalisation. Donc, en fait, on sort du modèle amené par le quartier banquier supranational avec la Banque mondiale et le FMI, mais aussi la maison des Rothschild, qui était pour la dépopulation de communautés de localités minières, comme la guerre qui se trouve aujourd'hui dans la zone de Tako-Gouma ou dans les zones sahariennes et qui va avoir lieu bientôt à Saint-Ouen. Donc, en réalité, le problème des finances souterraines était pour dépeupler l'Afrique. Alors, M. Bokoum, quelle appréciation faites-vous de cette déclaration du président, l'ancien président du Sénégal, Abdou Diouf, qui dit j'ai l'habitude de dire que j'ai gouverné dans la douleur parce que j'ai passé mon temps à faire des ajustements, y compris en disant tout simplement qu'il avait les taux. Non, il faut comprendre là que nos chefs d'État d'abord sont dans la lâcheté, ils ne s'assument pas suffisamment et ils n'ont pas eu le courage en son temps de montrer leur incapacité à pouvoir gouverner et à faire face aux défis qui étaient leur. C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Donc après faire leur mea culpa pour reconnaître qu'effectivement en son temps ils n'avaient pas pu empêcher ce genre d'activité qu'ils savent très bien, qui était à l'encontre de l'épanouissement de leur peuple. Cela dénote un peu de la lâcheté. Parce que quand vous écoutez le président Alpha Oumar Konaré, qui disait que d'abord il n'y avait pas le peuple, parce qu'en réalité il a compris les choses. Que le peuple n'étant pas assez bien formé, assez bien informé, leurs décisions pouvaient être impopulaires et qu'ils n'auraient pas éventuellement le soutien des populations s'ils osaient affronter les multinationales. Donc cette forme de communication que nous on est en train d'entreprendre aujourd'hui, qui permettent aux uns aux autres de comprendre les tenants et les aboutissants, ça veut dire que ce que les Alpha Oumar Konaré n'ont pas eu le courage de faire en son temps, en éveillant le peuple, en faisant comprendre quels sont les enjeux réels et quelles sont les difficultés auxquelles ils sont confrontés, ça veut dire qu'ils ne dirigent pas totalement en toute indépendance nos États. Aujourd'hui, je pense que la crise que nous avons connue au Mali et avec les recherches du professeur ont permis de montrer aujourd'hui qu'il y a une possibilité aujourd'hui de mettre un frein à cette attitude de déviation qui va permettre aux États africains aujourd'hui de s'assumer et de charger les règles de la gouvernance. Donc je comprendrais juste que ces chefs d'État, en son temps, comme il l'a dit, c'est de l'ère méditerranéenne, ça veut dire qu'ils sont engagés à des choses qu'ils étaient obligés de respecter, c'est pourquoi ils ont le dos au mur, parce qu'ils sont engagés à respecter les principes édictés par le colonisateur. Aujourd'hui, nous nous inscrivons dans une autre logique d'indépendance totale, donc il faut que nous ayons le courage de faire cette guerre. Parce que s'il n'y a pas de raison à ce qu'ils fassent une planification stratégique, qu'ils aient une vision, qu'ils viennent nous coloniser, qu'ils continuent à vouloir une mainmise sur nos ressources et que nous n'ayons pas le courage de nous battre pour juste récupérer ce qui nous appartient. Donc ça demande non seulement du courage, de la vision et de la stratégie, comme l'a toujours dit le professeur, c'est qu'on se mette dans une bonne disposition aujourd'hui pour aller à ce combat et ne pas continuer à fuir. Alors, professeur, en attendant déjà, ces anciens présidents sentent une sorte de confession, de regret. Vous qui avez beaucoup collaboré avec, que ce soit les Nations Unies, la Banque mondiale ou encore la CEDEAO, aujourd'hui, quelles sont les solutions de rechange à cela quand on entend Abdou Diouf dire que j'avais le dos? Oui, nous avons défini des nouvelles normes internationales de gouvernance, de stabilité, parce qu'il faudra ça pour exploiter aussi le sous-contrôle et le développement. En vérité, la stabilité est très importante. La notion de menace 4S que nous avons introduite à travers nos recherches ici, le S4, c'est la menace d'attaque sur le mouvement du capital des risques. S'il reste sans être suivant la notion de
capitalisme inclusif, ça veut dire que ça les appartient à 100%. Et que même si nous, on doit avoir du capital, il faut que ce soit Randgold qui nous prête de l'argent. On nous refuse d'être à 50%, et on veut que ce soit Randgold qui nous prête même 4 milliards pour qu'on soit là avec des conditions draconiennes sur la distribution de l'action. Donc aujourd'hui, celui qui n'a pas été à l'école des armes, à travers le système de défense stratégique de la nation, la défense civile, eh bien la défense civile est assurée par celui qui n'est pas parti à l'école. C'est celui qui a été soumis sous le plan national structurel à l'expropriation de ses terres, à l'expropriation de sa souveraineté, à l'attaque sur la souveraineté de richesse, la communauté locale, à l'attaque sur la souveraineté des ressources naturelles de la collectivité territoriale, à l'attaque sur la souveraineté économique de la nation, à l'attaque sur l'indépendance économique du continent, eh bien, les différents groupes qu'on peut dire de cette manière-là, d'extrême violence, sont favorisés à cause de ces attaques. Donc nous avons trouvé le modèle qui permet de contrecarrer d'abord ces extrêmes violents, mais en restaurant effectivement leur droit de subsistance, leur droit de souveraineté sur les ressources naturelles à travers le modèle d'agriculture familiale africaine et d'aménagement du territoire. Parce que 80% de la population est aventure agricole. C'est éleveurs, c'est pêcheurs, c'est maraîchers. Donc nous avons développé le modèle d'agriculture familiale africaine et d'aménagement du territoire sur un aménagement de branche 1115 hectares qui permet d'avoir l'économie d'échelle et de la rendre suivant les nouvelles normes de gouvernance administrative et politique. Donc, aujourd'hui, nous avons la solution. Et pour sortir de la vallée, mais surtout pour répondre à la demande universelle des citoyens en 4 R. R1, la dignité pour nous. R2, la grandeur de la société restaurée. R3, la croissance économique est relancée en dehors des normes fixées par le programme des soins. Par rapport aux dispositions de l'alinéa C, premier article, deuxième partie du pacte international qui a été négocié pendant 10 ans. Depuis demain, on est la stabilité, la paix et la sécurité, et en même temps le développement sur la base de prospective partagée. Donc, les résultats de recherche sont finis. Il y a une retouche pour le langage, l'édition, qui est normale et qui va finir dans les jours à venir. Mais ce qui est indéniable et qui est notre engagement, parce que la fonction d'un chercheur, c'est de trouver des solutions de résistance. Ces solutions de résistance sont trouvées et l'application est dans le programme d'urgence économique monétaire, parce qu'on ne peut pas continuer avec le CEPA. Il faut la monnaie unique. L'Afrique, sur la tranche de l'écho de l'Afrique de l'Ouest, pas celui de la Côte d'Ivoire et de la France, l'écho de la CEDEAO, et aussi sécuritaire. Donc, nous avons planifié ça sur un semestre glissant dans le plan de défense stratégique de la nation du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. Donc, le programme d'urgence, c'est 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020. Les citoyens qui sont interpellés à se constituer en coalition d'action citoyenne pour la défense du droit civil et politique, la défense du droit économique et la défense des droits sociaux et culturels, formant le réseau de coalition d'action citoyenne R4 et le réseau africain de coordination nationale de veille stratégique citoyenne, qui est pour l'interpellation conséquente, mais aussi le centre sénégalais d'études stratégiques, qui sont les 3 structures, eh bien, font la promesse que l'Afrique va découvrir à travers le printemps malien du 20 janvier 2012 à l'étape du 5 juin 2020, qui a vu la validation
de la renonciation volontaire du président de la République qui est de l'ermite de la démocratie à la balance de son mandat qui est récent. Donc, il faut que cela soit appliqué à tous les présidents, comme ce que vous avez vu là, le succès de Abdou Diouf et de comment ça s'appelle, Alpha Marot. Il faut que ça soit appliqué à tous ces chefs d'État qui sont de l'ermite de la démocratie. Donc, une autre fois, on va développer davantage ces caractéristiques sur la formation d'un ermite qui a fait la recherche là-dessus. Et donc, il n'y a aucun doute, l'Afrique va réaffirmer sa position de puissance économique. Et à coup sûr, les États-Unis qui sont dans la traîne du statu quo, en restant sur l'équation défense militaire, en refusant, malgré une session qui a eu lieu entre des colonels et votre directeur exécutif centre-semaine, que cela n'est plus possible à maintenir l'atteinte du statu quo sur la défense. Une équation n'est pas possible sur le système de défense. Aujourd'hui, vous avez vu tellement d'incidents aux États-Unis parce qu'il n'y a pas la défense civile dans la planification. Vous avez vu, on a tué un noir, ça a fait le tour du monde et des mouvements partout. Parce qu'en novembre 2011, quand on a voulu les initier sur la notion du système de défense de la nation, malgré qu'on a réussi à le démontrer empiriquement, ils n'ont pas voulu l'accepter. Et quand vous avez des présidents comme Trump, là, quand il était élu pour la première fois, je ne serai pas là-bas aux États-Unis pour la deuxième fois. Mais dehors de ça aussi, eh bien, aujourd'hui, la France est en réalité de ressources. Il ne peut plus continuer la gouvernance coloniale qu'ils ont dit. Ils ont peur parce que les chercheurs qui sont sur la crise, n'est-ce pas, refusent d'être des chercheurs qui se taisent. Parce qu'avant, le chercheur va seulement dans une conférence scientifique où il va présenter les résultats de sa recherche. Et puis après, les pairs le connaissent. Les solutions de recherche aux politiques et systèmes de gouvernance. Mais la nouvelle, les nouvelles normes de gouvernance internationale de gouvernance ne reconnaissent plus le président comme celui qui est assis sur le tableau. Le tableau est à 3 places et à 3 pieds. Si les 3 places ne sont pas remplies, il n'y a pas de démocratie. Donc, il y a le leadership. Ce n'est même plus le président classique. On a changé. Les nouvelles normes que nous avons définies, ça change. On parle de leadership pour la défense stratégique du droit civil et politique. Du droit civil et politique. Pas un parti politique. On vous dit aussi, c'est le leader qui assure au centre. Parce que c'est celui-là qui va travailler sur les principes, sur les programmes et les stratégies et de stimulation. À sa gauche ou à sa droite, le leadership, n'est-ce pas? Le leadership pour la défense stratégique des droits sociaux et culturels. Donc, on ne va plus prendre dans le désordre les imams d'ICO, les chefs de numéro, les machins qui vont donner de façon accidentelle des normes pour créer la zizanie de la formation du gouvernement. C'est fini. On aura des gens bien spécifiés et reconnus au niveau de l'État fédéral ou au niveau de la région État qu'il est du leadership pour la défense stratégique des droits sociaux et culturels. Et ça, c'est dans le cadre de la communication. Et puis maintenant, le leadership pour la défense stratégique du droit économique, bien, ils sont 3. Et si le tabouret à 3 pieds n'est pas respecté, il y a un pied qui tombe. Et si maintenant, celui qui a été élevé parmi le leadership au rang de président de l'État fédéral ou de la région État, s'il veut mettre
en cause cet arrangement stratégique pour dire qu'il est le président de tout le monde, le président de tout. Mais on l'applique. L'Afrique est le printemps arabe, et l'Afrique est le printemps malien pour la réalisation volontaire de la branche de son mandat. Donc voilà les nouvelles normes de gouvernance qui sont internationales, qui ont été définies. Tu es élevé, vous êtes 3 leaders. Toi, tu es élevé au rang de président de l'État fédéral ou de la région-État. Et dès que tu es là, tu mets en cause le principe de l'ouverture inclusive de votation. Alors que c'est celui qui est au niveau de la défense socio-économique qui dit nous voulons que notre dignité soit restaurée. Nous voulons que la grandeur de la société soit restaurée. Nous voulons que la croissance économique soit relancée pour qu'elle soit inclusive. Et qu'elle ne dépende pas du capitalisme classique, mais du capitalisme inclusif. Et nous voulons la rémunération des capitalisme. Donc, pas de corruption, pas de machin, pas de rien. Parce que si moi on ajoute encore 10 millions à mon salaire, qu'est-ce que tu veux chercher? Si on dit à beaucoup, je sais que tu as aujourd'hui, bon, on le multiplie par 3, par 4, pour le moment, dans le cadre de la rémunération de valorisation. N'est-ce pas? Si on dit aujourd'hui que ton salaire va être suivant une rémunération de valorisation. Donc, tu as ton salaire, mais tu as peut-être quelque chose de plus. Donc, voilà comment on doit être orienté maintenant. Et ça met le problème de structure. Et c'est la mort de la Banque mondiale. C'est la mort du FMI. C'est la mort du capital bancaire international. C'est la mort de la maison Rothschild à partir du moment où la maison de Atari Maïga est tombée. Donc, nous ne sommes pas loin d'un nouveau système. L'éducation va changer radicalement. Il ne s'agit pas d'être universitaire soit de l'Institut de catégorie en agronomie ou en élevage pour être dans la nouvelle co-entreprise de l'agriculture familiale africaine à la nouvelle agriculture familiale africaine dans notre secteur. Donc, l'école classique aussi va disparaître. Et peut-être l'école, l'université, à l'heure actuelle, va être remodelée pour avoir l'AM à la porte avec les haches et tout. Mais si nous avons le campus universitaire virtuel, tu n'as pas besoin d'aller faire ce qu'on fait à l'université. Parce que c'est là-bas où ils apprennent à voler. Quand ils viennent dans l'administration, ils volent. Professeur, on voudrait savoir des deux côtés qu'on a pour profiter. Professeur, monsieur Bokoum, quels sont les inconvénients, vu qu'on a vu que les présidents ont dit tout de suite, ils ont cité beaucoup d'inconvénients, l'affaiblissement des fonctions publiques, ça peut même toucher jusqu'à l'espérance de vie. Est-ce qu'il y a des avantages par rapport à ça? Non, je ne pense pas qu'il y ait des avantages dès que lorsque eux-mêmes qui sont chargés de les appliquer les dénoncent. On ne peut parler d'avantages, c'est que c'est dos au mur qu'ils ont accepté. C'est la mort dans l'âme que tu vois quand Jerry Rawlings lui-même, avec tout son engagement, a des larmes aux yeux, que c'est pas de gaieté de cœur. Et comme le professeur l'a dit tantôt, effectivement, il y a eu des époques où les chercheurs, on les éliminait parce que simplement, on n'accepte pas que les idées soient propagées. Aujourd'hui, nous avons la chance qu'on ne peut plus les tuer à notre insu. On les a sous la main. Donc, c'est de dire aujourd'hui qu'il s'agit de capitaliser les résultats des recherches obtenues. Alors, si les chercheurs ont eu le courage aujourd'hui de s'afficher avec les résultats de recherche, pourquoi nos dirigeants actuellement ne doivent pas avoir le courage de porter les résultats de ces recherches pour qu'aujourd'hui, le pays ne soit plus à la traîne. Donc, je pense que c'est en ces termes aujourd'hui qu'il faut poser la question, pas en termes d'avantage d'un système de médiocre gouvernance, mais c'est de dire qu'aujourd'hui, on doit s'inscrire dans la bonne gouvernance et que tous les citoyens puissent profiter de ce que les ressources peuvent avoir comme régénérescence. Donc, je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Les États aujourd'hui, on les interpelle, en réalité,
pour qu'ils comprennent que les époques ont changé, le monde a évolué et qu'il faut oser aussi évoluer avec les nouvelles normes. Mais cela aussi ne va pas sans contrainte. Donc, si on pense en Afrique qu'on va tout obtenir facilement, je pense que là aussi c'est un leurre. Il faut qu'on comprenne que c'est vrai, les résultats sont là, il y a des contraintes aussi qu'il faut accepter de lever. Donc, il y a un combat à mener. Mais si déjà les chefs d'État n'acceptent pas de s'approprier déjà des produits mis à leur disposition, donc je pense qu'on ne peut pas attendre d'eux aussi le courage du combat. Donc, je pense que ces deux éléments sont essentiels, d'avoir la compréhension que le monde a changé et que les éléments existent, et le courage d'affronter le système mondial aujourd'hui pour amener les réformes nécessaires. Alors, deux mots à nos internautes, puisque c'est votre intervention. Bon, ce que je voulais dire, encore une fois de plus, ça, pas à nos internautes du monde, mais à ceux du Mali, parce que nous avons la chance aujourd'hui qu'il y a eu le 18 et le 19, et qu'à travers cette transition, nous oserons croire que nos dirigeants maliens de cette transition qui nous écoutent puissent avoir le courage pour une fois d'oser affronter le système mondial, d'oser venir, ce n'est pas de la faiblesse, d'oser comprendre qu'ils n'ont pas compris les causes de la crise, comprendre aussi qu'ils n'ont pas les solutions à leur niveau et avoir l'humilité d'aller chercher là où les solutions des gens se trouvent. Donc, s'adresser aux chercheurs, notamment le centre d'études qui s'est déjà auto-réquisitionné, qui a accepté le principe de l'article 22 de notre Constitution, qui se met à disposition avec tous les résultats de recherche. Je pense qu'il est temps que nos dirigeants aient l'humilité de comprendre que nous, en tant que citoyens, nous avons fait l'effort de les mettre à disposition et qu'ils doivent, par devoir citoyen aussi, accepter de prendre ces solutions pour sortir le Mali de cette situation. Alors, professeur, en venant envers vous, on dit tout simplement quelle est la leçon du jour. Que pouvez-vous retenir à l'issue de cette interview avec vous? Ce qu'on peut retenir, c'est d'abord de vous féliciter pour la conception. Et je le dis honnêtement, et je vais essayer de défendre ailleurs, d'élever votre équipe au rang de membre du directoire de la Coordination nationale de veille stratégique. Parce qu'il y a les médias, il y a le centre stratégique, il y a le R4. Et cela a des implications financières que je vais discuter très rapidement avec les autres de la Young Foundation. Ce documentaire que vous avez élaboré a été bien conçu. Il sera fait tâche d'huile sur le plan mondial. Ça va préparer les esprits à la chute de la balle. Ça va préparer les esprits pour ne pas donner un temps de repli aux enfants de Abdou Diouf, de Alpha Marconari, et surtout du CNSP qui a été reçu par leur père, Guerrero, qui lui passait par une solution très simple, c'est de couper la tête de tout ce qui était responsable du programme d'ajustement structurel appliqué au Ghana. Moi, j'ai un bureau à Accra. Je dois partir là, c'est normal. Je partais à un moment donné en 88, si mes souvenirs sont bons, en plein ajustement structurel. Le plus grand hôtel de 5 étoiles, il n'y avait pas d'eau minérale, il n'y avait pas de thé, il n'y avait pas de café. Ils vont chercher dans le marché ceux qui ont préparé un peu d'aloko et de poisson, et on vient nous remettre ça, et il n'y a pas d'eau qui coule dans le robinet. On nous amène des seaux. Je l'ai vécu, pas que on m'a raconté. J'ai acheté, parce que le vol de Tchouvanan passe par Abidjan, on a acheté un sac de pain, on a acheté du café, on a acheté du thé. Parce qu'on doit laisser le reste à l'hôtel pour d'autres clients. Moi, j'ai mon café, j'ai mes boîtes de sardines, j'ai mon beurre,
Mais je ne peux pas mettre le beurre dans les frigos parce qu'il n'y a pas d'électricité qui vient à tout le monde. Donc, Rawlings, il voulait pleurer parce qu'il était obligé de tuer les anciens chefs d'État qui ont accepté ça. Mais quand lui aussi il est venu, on n'a rien compris petit. C'est ce qui s'est passé aussi avec Sankara qu'on a célébré hier, sa mort. Mais ça, c'est fini. C'est quand tu es dans la défense militaire seule, sans la défense civile et la défense économique, qui peuvent t'isoler pour t'éliminer. Mais quand tu es suivant un système de défense stratégique de la nation, la défense militaire, ça dépendait parce qu'aujourd'hui même, ils ont développé les drones et tout. Mais quand on dit aux populations de Kenya, allez-y sur la rue de Fatigo et vous arrêtez tout mouvement du capital d'investissement, tout mouvement des ingénieurs. Pour couper ça là, ça coûte cher. C'est ce qui s'est passé à une menace. Ils n'ont pas pu le faire. Ils ont tiré sur des gens qui attendaient l'avion pour aller en congé voir leur famille, congé périodique. On est venu, on les a tués. C'est resté dans l'esprit de tout le monde. Et aujourd'hui, il faut un avion pour les prendre et pour venir assurer la sécurité, la couverture sécuritaire aérienne pour pouvoir même continuer à produire à une menace. OK? Donc, ce que je vais dire à vos internautes, non, je n'en ai pas dit internautes, à vos citoyens qui sont interpellés à se constituer en coalition d'action citoyenne pour la défense du droit par eux-mêmes, pas par ces gens-là qui viennent les tromper, qu'ils aient une indépendance à utiliser leur capacité de réflexion stratégique et que le bureau est ouvert. Et s'il faut, pendant la période de crise, 24 sur 24, il sera ouvert parce que ça permet aussi, à travers le système de toile mondiale, de les atteindre à tout moment parce que ceux qui sont aux États-Unis, ils sont en train de dormir maintenant et nous sommes debout. Donc, nous allons commencer à travailler autrement. On va travailler à travers la toile et nous assurer qu'il y a la mobilisation générale, civilo-militaire, afin que l'Afrique retrouve son indépendance économique, la nation malienne retrouve sa souveraineté économique, la communauté localité minière retrouve sa souveraineté de richesse et la côté territoriale retrouve sa souveraineté sur l'aide sur notre. Donc, c'est le message qu'on donne. Et une interpellation du gouvernement actuel. Il n'est pas question, il faut qu'ils interpellent, que la tyrannie du statu quo continue. La tyrannie du statu quo qui nous a amené l'extrême violent, qui demain va diriger ses actions pour détruire les secteurs des mines qui existent et qui fera que finalement, même les salaires qui ne rendent pas le pays, toute action gouvernementale stratégique ou communiquée sera soumise, suivant l'infographie de Tournant, à l'évaluation si l'action gouvernementale est fondée sur la connaissance, si l'action gouvernementale est fondée sur la persévérance, si l'action gouvernementale est fondée sur la droiture. Si elle ne l'est pas, votre programme de communication stratégique pour la veille citoyenne sur l'action gouvernementale sera permanente. Elle ne sera pas programmée, elle sera programmée en fonction de l'émergence de l'action gouvernementale. Donc, une mutualisation de connaissances rapide pour évaluer et immédiatement un programme de communication stratégique est donné pour s'assurer qu'ils ne resteront pas dans la stratégie et ils ne nous mettront pas sur la traîne du statu quo. Ceux qui veulent comprendre l'expression et non qu'à dans le livre blanc
et lire ce que le secrétaire général des Nations Unies a dit, qu'avec ces gens-là qui sont en train de s'affronter, il y aura une changera. C'est faire toujours la même chose. Vous pouvez le relire après et vous pouvez l'attacher à votre commission pour que les gens puissent aller tout le temps dans le blanc. Vous avez commencé à sortir des extrêmes. Un prochain extrême, faites-la sur la citation du secrétaire général en ce qui concerne la sortie de la plan. Merci. Alors, mesdames et messieurs, ceci met fin à cette édition que je vous ai présentée. Moi, je me nomme tout simplement Omar Bouta, je suis journaliste et chargé de communication de l'Institut de Dougal Mayablon. Aujourd'hui, notre thème était basé sur le programme d'ajustement structurel de la Banque mondiale et de l'FMI. Aujourd'hui, nous avions aussi Boubacar Bokoum, qui est analyste politique et membre exécutif du directeur exécutif du Centre Séné, et également avec le professeur Abdoulaye Niang, le directeur exécutif du Centre. Vous devez savoir aussi que nous avons un site internet qui est en place, Niang Foundation, et aussi une radio web que vous pouvez avoir les liens sur notre page Facebook. Toute une équipe travaille d'arrache-pied tous les jours afin que vous puissiez avoir toutes ces informations. Professeur Abdoulaye Niang et ses assistants, merci d'avoir suivi ce programme de communication stratégique de samedi. Et bonne suite de programmes sur nos pages Facebook, Internet, que ce soit YouTube ou encore que ce soit sur notre radio web. Le programme de communication stratégique, c'est tous les samedis. Moi, je me nomme Omar Bouta. Vous qui avez suivi ce programme, vous êtes des internautes. Bonsoir.